Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme, que ce soit en DUG ou ZSA ou ce qu'ils préparent. Donc je vais faire le corrigé du devoir sur les équations de Maxwell. Donc je rappelle les équations de Maxwell. Dans un milieu qui contient une densité de charge ρ et une densité de courant J, donc théorème de Gauss sous forme locale, l'équation relative à l'induction, rotation de E égale moins d de B sur d de t, le flux conservatif, divergence de B égale à 0, et l'équation de Maxwell-Ampère, c'est-à-dire théorème d'Ampère généralisé, rotationnel de B égale à mesure J plus les courants de déplacement, mesure ε0, d de E sur d de t. Bon, les deux exercices se ressemblent beaucoup, donc bien sûr avant d'entamer, ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de s'abonner, de partager. Très peu d'étudiants connaissent cette chaîne, donc essayez de la faire savoir auprès de vos camarades. Donc voilà l'exercice 1, on considère un cylindre, un solénoïde plutôt de rayon R de longueur L très supérieure à R. Ça veut dire qu'on va travailler dans l'hypothèse de solenoïde infini qui contient une spire par unité de volume. On vous donne le champ magnétique créé par ce solénoïde. D'abord, on va travailler au régime statique, calculer le flux à travers une seule spire. Ensuite, déduire le flux total propre à travers tout le solénoïde. Ensuite, déterminer l'inductance de la bobine en fonction de mesures N, I et R, calculer l'énergie magnétique et retrouver l'induction propre du solénoïde. Ensuite, la deuxième partie, on va passer au régime variable. Donc, on a maintenant un champ magnétique variable avec le temps. Le courant varie avec le temps. À partir des considérations de symétrie d'invariance déterminées, montrer que le champ induit par de symétrie d'invariance de la distribution de courant montrer que 1 est dirigé suivant Eθ, c'est-à-dire que 1 c'est le champ induit par la variation de B. Ensuite, appliquer la loi de Faraday sous sa forme intégrale et déterminer la valeur de 1 à l'intérieur et à l'extérieur du solénoïde. Et j'ajoute une sixième question, déterminer le champ magnétique créé par ces courants induits. Donc vous avez un autre exercice qui se ressemble, sauf que ici au lieu d'un solénoïde infini, on va travailler avec un disque d'épaisseur E. Et dans ce disque, vous avez le champ est localisé uniquement dans l'espace où A est inférieur à B. On convient de négliger le champ créé par le courant induit. Donc, utilisant la symétrie, préciser la direction du champ électromoteur induit, donner l'équation de Maxwell relative à l'induction sous forme locale et intégrale, utiliser la forme intégrale et déterminer le champ électromoteur induit, dans les deux cas, inférieur à A entre A et B, déduire la densité de courant induite dans les deux cas, qu'appelle-t-on ces densités de courant, déterminer la valeur moyenne de la puissance dégagée par effet Joule. Voilà. Et déterminer sa valeur moyenne. Bien sûr, voilà le disque. Donc le champ magnétique n'existe qu'entre A et B, qu'entre 0 et A. Et le disque, lui, il est de rayon B. Donc c'est en fait une modélisation des tables de cuisson à induction. Et on vous demande de montrer que la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans le disque de rayon A s'écrit sous cette forme. Bon, souvent dans les exercices ou bien les problèmes des équations de Maxwell, soit on vous donne un champ magnétique variable et on vous demande de déterminer le champ électrique variable en utilisant les équations de Maxwell, ou inversement, ou bien on vous donne un couple de champs magnétiques et vous demandez est-ce qu'il vérifie les quatre équations de Maxwell. Première partie statique, donc là c'est le magnétostatique, calculer le flux de champ magnétique à travers une seule spire. On vous dit le champ magnétique est suivant l'axe Z, donc l'axe Z c'est l'axe du solénoïde. Donc on va prendre une seule spire de surface S et calculer le flux à travers une seule spire. Donc on va l'orienter dans ce sens de façon que le vecteur D de S soit parallèle à B. Et donc le flux, ce sera tout simplement B fois S parce que B est constant. Donc, directement B fois S. S, c'est la surface d'une seule spire. Si on considère tout le solénoïde, il faut multiplier par le nombre total de spires. Donc, ça sera N fois phi 0. Vous voyez bien que, bien sûr, ici, le champ il est constant dans l'espace et dans le temps dans cette première partie.
Donc, il suffit de multiplier par le à ne pas confondre juste ici dans le problème, grand N qui est le nombre total de spires et petit n qui apparaît dans le champ magnétique qui est le nombre de spires par unité de longueur, c'est-à-dire le nombre total de spires divisé par la longueur totale du solénoïde. Bon, déterminer, une fois que vous avez calculé le flux propre, question classique, déterminer l'inductance du solénoïde. Vous savez que le flux propre est égal à L fois I. Donc on cherche juste le coefficient de proportionnalité ici, fois I, tout le reste, ce sera le L. Et donc c'est un paramètre qui ne dépend que des paramètres géométriques. C'est comme la capacité pour un condensateur. D'ailleurs, le rôle que joue la capacité pour un condensateur est joué par l'inductance pour une bobine. Donc il ne dépend que du nombre de spires, de la surface et du rayon. Maintenant, calculer l'énergie magnétique du solénoïde. Là, il suffit de connaître l'expression de l'énergie magnétique. C'est 1 sur 2 μ l'intégrale de B au carré d d'auto. Dans ce cas, le calcul est simple parce que B est constant. Donc, ce sera tout simplement B carré fois l'intégrale d d'auto. Donc, ce sera B carré fois le volume du solénoïde qui est le volume d'un solénoïde de surface S. C'est la surface fois la hauteur. Donc, voilà. Je remplace ici la surface de base fois la hauteur qui est h ou bien la longueur du solénoïde. Donc voilà l'expression, faisant des petites simplifications. Donc là, je vais introduire donc mesure NI au carré sur 2. Donc or, l'énergie magnétique s'écrit sous la forme 1 demi LI carré. Donc là aussi, le coefficient de L se déduit facilement en éliminant juste I carré I2 de cette expression. Qu'est-ce qu'il nous reste? Mesure petit n au carré normalement fois h, mais n fois h c'est n petit n fois h c'est grand N. Donc je retrouve la même expression que tout à l'heure. Donc là, s'il faut faire attention, petit n nombre de spires par unité de longueur, grand N c'est le nombre total de spires. Voilà pour la première partie, qu'il s'agit juste de cas statiques, il n'y a pas d'induction. Donc on va passer à la deuxième partie, on va traiter donc à partir des considérations de symétrie et d'invariance de la distribution du courant, montrer que 1 est suivant Eθ. Bien, on nous dit, voilà, on a un champ magnétique qui est suivant EZ, donc cylindre infini. Donc puisque le cylindre infini, le champ magnétique appartient à EZ, donc le plan euro au Z, M euro au Z, d'accord, parce que le champ est perpendiculaire à ce plan, donc c'est un plan est contenu dans ce plan, pardon, le champ magnétique est contenu dans le plan euro au Z, donc ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Or le champ magnétique, le champ électrique est perpendiculaire à un plan d'antisymétrie, donc obligatoirement il est suivant euro. Les invariances, bien sûr, on considère le cylindre infini, donc le champ ne dépendra que d'euro et de t, et il sera suivant θ. Bien, pour calculer le champ, donc là on va utiliser l'équation de Maxwell-Faraday sous forme intégrale. Donc la circulation du champ électromoteur est égale à moins t sur d de t, le flux de B fois S. On va distinguer deux cas, à l'intérieur du solénoïde, le contour d'intégration, bien sûr, il faut choisir un cercle, je n'ai pas fait le schéma, j'ai oublié, donc il faut absolument toujours faire le schéma. Donc c'est un cercle de rayon ρ. Donc la circulation, ça vous donne, puisque le champ ne dépend que de ρ, donc le champ est constant, donc ça sera E de ρ fois 2π fois ρ. Et comme B ne dépend pas de ρ, donc B est constant par rapport à l'espace, donc je peux sortir d de B sur d de t, et il reste π fois ρ au carré. Voilà, donc le champ électromoteur est donné par ça. Avec le champ magnétique, B égale à mesure NI, avec I cette fois-ci, si M cosinus oméga t. Donc je remplace d de B par sa valeur. En introduisant B0M est égal à mesure NI, je trouve que E de ρ, c'est un champ qui dépend de ρ et de t. Donc vous voyez, le champ cette fois-ci, il dépend de ρ et de t, et les suivants Eθ. Donc là, absolument faire le schéma, d'accord. Donc solénoïde, faire un cercle de rayon ρ, la circulation c'est 2π, E 2π fois ρ, 2π ρ fois E, et le flux de B c'est B fois la surface, parce que B il est constant dans l'espace, mais il est variable dans le temps. Bien, pour ρ supérieur à R, donc toujours la même chose, d'accord. La circulation, ça va donner E 2π fois ρ, bon ça c'est une erreur, d'accord. Ensuite, le flux, là il faut faire attention, pour cas j'ai dit il faut absolument faire le schéma.
Ici, vous prenez un cercle de rayon R supérieur à grand R, mais le champ magnétique à l'extérieur du solenoïde il est nul. Donc le flux n'est nul que à l'intérieur du solenoïde de rayon R. Donc c'est pourquoi il faut écrire ici uniquement PR carré et non pas pi rho carré. Voilà, donc le champ va devenir facilement cette expression-là en remplaçant B par sa valeur. Voilà l'expression du champ. Donc il dépend aussi de ρ et de T. Bien, champ créé par les courants de Foucault. Bon, c'est la question que j'ai ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'on a traité jusqu'à maintenant? Vous avez un champ magnétique variable. Ce champ magnétique va créer un champ électrique variable. Et bien sûr, si on continue, ce champ électrique lui-même va créer un champ magnétique variable. Donc, on va d'abord déterminer les courants induits par ce champ électrique. Donc, si vous avez un champ électrique variable, dans le solenoïde, on aura des densités de courant qui est égale à sigma fois E. Donc là, bien sûr, ça suppose que le solenoïde est formé par un conducteur de conductivité sigma. Je traite ici le cas d'un... Enfin, j'ai ajouté une question supplémentaire, mais ça suppose bien sûr que le solenoïde est formé par un métal de conductivité sigma. Sinon, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc les densités de courant qui vont apparaître dans le solenoïde, ce sera sigma fois E. Voilà. Autrement dit, c'est comme si on vous dit un cylindre parcouru par une densité de courant suivant θ donné par cette expression. Quel est le champ électrique créé par cette densité de courant? Donc vous voyez bien ici, toujours symétrie invariance. Donc on suppose le conducteur infini. Donc le plan ER est un plan de symétrie pour les densités de courant G1 parce qu'ils sont suivants θ. Donc B2 va être suivant Z. Et là, vous voyez bien que B est axial. Donc le contour d'intégration d'ampère, ce ne sera pas un cercle, mais ce sera un rectangle. Je cherche le champ à la distance R. Donc je choisis un rectangle qui démarre avec R, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Je l'oriente et je calcule le flux. La circulation de B suivant ce contour, ce sera la circulation de là à là, qui va être B fois B fois H, plus la circulation de là à là qui va être 0, parce que B est perpendiculaire à D de L. À l'extérieur, le champ est nul, donc circulation nulle. Là va être aussi nul, parce que B est perpendiculaire à D de L. Le flux de J, donc là J suivant θ, vous voyez bien que D de S ici aussi il est suivant θ, et donc ça sera J fois l'intégrale de J D de S. Mais là il faut faire très attention, J n'est pas constant, donc il faut le remplacer par sa valeur et intégrer. Et l'intégrale de R, vous voyez bien il varie entre là et là, parce que à l'extérieur il n'y a pas de densité de courant. Donc j'intègre entre petit r et grand R, et Z entre 0 et H. Voilà, petit calcul, vous allez trouver facilement le champ magnétique induit. Passons à l'exercice 2 qui est à peu près le même, sauf que ici on va traiter un cylindre, un disque fini. Donc c'est un exercice qui modélise les plaques par chauffage à induction. Donc vous avez une partie, le champ magnétique n'existe que sur une partie entre 0 et A. Entre A et B, il n'y a pas de champ magnétique. Et en utilisant la symétrie, préciser la direction du champ électromoteur induit. On vous dit que le champ magnétique est suivant Z, comme tout à l'heure, puisque le champ est suivant Z. Donc ER, Z, B, il appartient au plan OR, Z. Et or, on sait que le champ appartient à un plan d'antisymétrie. Donc ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Et par conséquent, le champ électrique il est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc il va être suivant θ. L'équation de Maxwell relative à l'induction, c'est bien sûr se forme locale puis se forme intégrale. D'accord? Donc c'est des choses qu'il faut absolument connaître par cœur. Donc là, je peux déterminer le champ électromoteur, soit j'utilise la forme locale, soit j'utilise la forme intégrale. Bon, dans ce cas-là, par exemple, c'est plus facile d'utiliser la forme intégrale. Bon, il suffit de prendre un contour, un cercle de rayon ρ, c'est celui-là qu'il fallait prendre tout à l'heure, inférieur à A, et calculer la circulation de E D de L. Comme E, par invariance, E ne dépend que de R. Donc la circulation va être E fois 2pi fois R. Et le flux, bien sûr, B ne dépend pas de l'espace, il dépend uniquement du temps, donc il est constant dans l'espace. Donc ça sera D de B sur D de T fois cette surface-là qui est P rho au carré. Et donc je trouve facilement ρ. C'est près comme tout à l'heure. D'accord? Mais vous pouvez le calculer aussi d'une autre manière. Vous savez que le champ électromoteur, là je suis d'un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable.
Donc je peux calculer le potentiel vecteur dont dérive ce champ magnétique et déduire directement le champ électromoteur par moins d2a sur d2t. Je vous laisse le soin de faire cette deuxième méthode. Si R est compris entre A et B est la même chose, vous allez prendre un contour d'intégration cette fois-ci supérieur à A. Et vous voyez bien qu'ici, entre A et B, il n'y a pas de champ magnétique. C'est comme tout à l'heure. Donc le flux de B va se réduire uniquement au flux entre 0 et A. Vous voyez la différence. Donc la circulation, c'est toujours E de pi fois ρ. C'est moins D de B sur D de T fois cette surface-là. Parce que le champ n'existe qu'entre 0 et A. Voilà, tout à l'heure, pour le souligner de la même principe, le champ n'existe qu'entre 0 et grand R. Donc voilà le champ électromoteur, donc c'est un champ qui dépend de ρ et de T. Maintenant, déduire la densité de courant induit dans les deux cas. Bon, là, il suffit d'appliquer la formule. G est égal à gamma E ou bien sigma phi E fois le champ électrique. Si la loi d'Ohm se forme locale. Voilà, donc je remplace juste le champ électromoteur par sa valeur. Voilà, et j'ai l'expression des densités de courant qui vont apparaître. Donc vous allez avoir apparition des densités de courant dans le conducteur qui sera suivant au θ, qui aura cette expression-là pour R inférieur à A, et pour R entre A et B, il aura cette expression-là. Qu'appelle-t-on ce courant? C'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Ce sont des courants qui induisent un chauffage d'un conducteur lorsqu'il est placé dans un champ magnétique variable. Bien, pour en fait minimiser ces densités de courant, on choisit toujours des conducteurs de résistance faible, ou bien dans les transformateurs, on feuillette ces transformateurs pour empêcher justement ces conducteurs de courant de circuler. C'est pourquoi dans les transformateurs, vous voyez bien le primaire et le secondaire, ils sont feuilletés, partagés par des isolants pour justement empêcher ce courant de circuler. Ou bien il faut choisir un conducteur dont la résistance elle est très grande de façon à minimiser l'effet de ces conducteurs-là. Bien sûr, si on veut minimiser le courant de Foucault. Par contre, dans les plaques à induction, on a intérêt à augmenter ce courant de Foucault parce que c'est eux qui vont servir pour le chauffage. Bon, déterminer la valeur moyenne dégagée par effet Joule de la puissance communiquée à la matière ou bien au disque. Donc on sait que la puissance dissipée par effet Joule par unité de volume est donnée par J scalaire E ou bien gamma E carré. Après, il suffit d'intégrer cette relation sur tout le conducteur. On nous dit de le déterminer à l'intérieur du conducteur de rayon A. Donc je vais intégrer cette expression-là entre 0 et A. Bon, il suffit de remplacer E carré par sa valeur. Voilà, et puis intégrer d d'auto à l'élément de volume en coordonnées cylindriques, c'est ρ d de ρ, d de θ, d de z. Ce ρ carré avec le ρ de l'élément de volume va devenir ρ au cube. Ensuite, j'intègre ρ entre 0 et A, θ entre 0 et 2π, z entre 0 et E, l'épaisseur du disque. Donc voilà la puissance dissipée par effet Joule dans le disque conducteur de rayon A. Maintenant, on nous dit de déterminer sa valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, donc là c'est toujours la puissance. La valeur moyenne, c'est la valeur moyenne de sinus carré. Et vous savez que la valeur moyenne de sinus carré, c'est 1,5. Donc voilà la puissance moyenne dissipée par effet Joule. Et c'est exactement la forme qu'on nous a demandé de trouver. Donc vous voyez que le chauffage par induction n'est pas uniforme. Elle dépend du rayon. Donc là c'est la valeur moyenne. Donc on revient à l'expression de l'expression qu'on a trouvée en fonction de ρ. Avant de calculer la valeur moyenne, donc je ne l'ai pas écrit, mais bon voilà, puis J scalaire E gamma carré, vous voyez bien gamma E carré, si vous remplacez E au carré par cette expression, vous voyez bien la puissance, elle dépend de R. Donc c'est une puissance qui n'est pas uniforme, elle est minimale au centre lorsque ρ est égal à 0, elle est maximale sur la surface de la plaque, et c'est pour cette raison que en général, pour les plaques à induction, vous avez toujours des problèmes de bord de casserole qui est déformé parce que le chauffage n'est pas uniforme. Donc voilà pour ces deux exercices. Bon, j'ajoute un troisième et je vous laisse le soin de le faire. Bon, c'est un exercice simple. On vous donne deux couples de champs électromagnétiques, un champ E1, un champ B1, puis un champ E2, B2. Les questions, c'est montrer que E1, B1 ne peut pas être ne vérifie pas les équations de Maxwell tout simplement. Ça veut dire ne peut pas représenter une onde électromagnétique.
d'accord? Et je vous laisse le soin de déterminer laquelle des quatre équations qui n'est pas vérifiée. Ensuite, par contre, E2, B2, il peut représenter, il vérifie les équations de Maxwell, mais dans quelles conditions? C'est à vous de chercher les conditions, c'est-à-dire pour quelle densité de charge et pour quelle densité de courant ce couple vérifie les équations de Maxwell. Voilà, il me reste qu'à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager avec vos amis. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres devoirs.